Bonsoir, merci Fabrizio pour cette présentation. Il est vrai que cette intervention que j'ai construite, tout d'abord en me posant beaucoup de questions, finalement va croiser pas mal de communications qui ont été données depuis hier. Donc j'avais eu l'occasion déjà de traiter de ces questions dans une manifestation qui avait été organisée par Françoise Graziani en 2015. Je la remercie d'ailleurs chaleureusement pour cette nouvelle invitation. Et j'avais traité à l'époque d'éléments linguistiques qui rappellent ces liens multiséculaires entre la Toscane et la Corse. Alors, en réalité, comme l'a dit Annalise, cette question-là est une question qui est ample, qui est déjà l'objet de pas mal de publications depuis environ un siècle. Et il est vrai que j'aurais pu aujourd'hui continuer à explorer dans le sillage de Rolfs les questions qui concernent les rapports entre Dante et la langue corse, en tout cas quelles sont les similitudes que l'on peut relever et qu'est-ce qu'on peut leur faire dire. Mais c'est un champ qui est tellement vaste qu'à la limite on pourrait y consacrer une vie entière de chercheurs. Donc Fabrizio d'ailleurs nous a montré dans sa communication hier, à l'oreille, on peut entendre Fabrizio et d'autres interventions. On a bien entendu dans certains passages de Dante, et quand j'ai relu un certain nombre de textes de Dante à l'occasion de ce colloque, c'est toujours un émerveillement pour un Corse de voir quelle familiarité nous pouvons entretenir avec cette forme de toscan médiéval, et c'est absolument délicieux. Mais commémorer Dante, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est aussi faire référence à l'histoire de la langue italienne en tant que variété construite et instituée. Donc c'est quelque chose que les italianistes connaissent bien. Mais je voudrais de mon côté essayer de voir comment cette variété construite et instituée, notamment par le biais de l'Accademia della Crusca, a pu infiltrer le corse. Et je vais essayer avec vous de vous présenter disons, des éléments d'investigation qui sont des éléments toujours fragmentaires, donc quelques éléments lexicaux ou onomastiques qui reflètent la relation que le corse peut avoir. La langue qui s'est construite, ou la codification, l'organisation de la langue ont été amplement débattues à partir notamment de Pietro Bembo et de tout ce qui a suivi. Donc comment le corse aujourd'hui, en miroir de cette situation, tente de trouver en dehors du cadre italo-roman qui est le sien, les ressources qui sont nécessaires à sa survie et à la construction de son propre destin. Donc il se heurte à un certain nombre de difficultés que je voudrais exposer. Donc ça répondra à certaines des interrogations qui ont été posées, y compris aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement rappeler brièvement que le corse est une variété romane, bien entendu, dont les parlers de l'extrême sud de la Corse et de la Galoure, dans le nord de la Sardaigne, conserve des traits qui rappellent la romanisation commune des deux îles et par conséquent un état de langue antérieur à la séparation fonctionnelle de celle-ci sur le plan historique et par là linguistique. La Corse s'est tournée depuis la fin de l'Antiquité vers l'Italie centrale d'une façon extrêmement durable. Des liens l'ont unie à la Toscane, d'abord des liens politiques, qu'a notamment expliqué ma collègue Vanina Marchi tout à l'heure, mais qui ont en réalité une histoire plus ample, puisque la Corse et la Toscane sont liées pour environ 1000 ans, dans une relation extrêmement riche et qui peut revêtir plusieurs aspects, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une toscanité subie, mais bel et bien d'une circulation des hommes, de la langue, de la littérature et de tout un tas d'autres choses entre la Corse et la terraferma, la Toscane en particulier, mais pas que d'ailleurs. Donc, en dehors, au-delà de caractères linguistiques parfaitement identifiés, les études dialectologiques permettent de constater que la Corse est soumise, et c'est quelque chose que l'on ressent très bien quand on travaille sur le matériau dialectaux. Donc moi j'ai consacré ma thèse au palais du Cap Corse, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement. Donc on a l'impression que la Corse est soumise à une forte pression, que l'on pourrait définir comme parfois une force d'inertie, centripète, qui vient de la terraferma, en particulier bien entendu de la Toscane, et cette force semble agir particulièrement sur le Cap Corse, qui est, on va dire, sur le plan des traits linguistiques, extrêmement proche du toscan. Donc, dans cette perspective, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous montre une image un peu étonnante de la Corse, c'est-à-dire qu'on a des zones qui sont très conservatrices, et la Toscane, qui est considérée généralement comme un lieu d'irradiation linguistique et d'innovation, dans cette perspective, s'avère avec les zones qu'elle touche
comme une zone conservatrice, alors que le reste de l'île apparaît comme plus dynamique sur le plan linguistique. Et on constate parfois que le centre et le sud de la Corse, avec le nord de la Galour, avec le nord de la Sardaigne, donc la Galour par conséquent, constitue parfois donc une sorte de fracture dans le continuum linguistique qui unit la Corse avec une grande partie de l'Italie, si ce n'est que toute, et parfois même la Sardaigne. Alors, la problématique de l'écriture en Corse qui a été évoquée tout à l'heure et de l'expression en particulier italienne dans la littérature, donc l'expression italienne dans la littérature, mais pas que, constitue donc un autre volet du continuum qui s'ancre donc dans des liens historiques et culturels de l'île avec la Toscane. C'est une évidence, en même temps, il faut le rappeler. Les variétés donc sont structurellement proches, et malgré le prestige de l'une d'entre elles, par conséquent le Toscan qui a acquis le statut qu'on les connaît, donc ce rapport s'est avéré stable, non conflictuel, et on observe au cours des siècles passés une répartition des usages donc, qui n'est pas problématique jusqu'au XIXe siècle, et on peut constater une présence assez significative de l'italien en Corse dans les pratiques des gens qui écrivent, mais également qui parlent. On constate que l'italien est une sorte d'évidence, probablement jusqu'au cœur du XXe siècle. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, on peut aussi dire, grâce aux travaux des philologues, donc je pense en particulier à notre collègue et ami Per Larsson, et grâce aussi au développement des travaux historiques qui concernent notre île, que nous saisissons mieux aujourd'hui donc la substance qui est parfois hétérogène de ce qu'a pu être l'écriture en Corse au cours des siècles passés. C'est-à-dire quand on parle du Toscan, ça ne revêt pas une seule réalité, mais plusieurs réalités. Alors nous savons en effet que le Toscan, puis l'italien de Corse, donc revêtent des aspects différents, c'est une évidence, en fonction des époques, des contextes de communication, des compétences des scripteurs et des locuteurs. Bien entendu, plus on est lettré et moins les niveaux vont interférer, comme cela a pu être décrit d'ailleurs amplement pour d'autres régions italo-romanes. L'ensemble de ces paramètres conditionne bien entendu une présence plus ou moins importante du substrat corse dans les productions et les énoncés. On rappellera, à titre d'exemple simplement, la présence de deux textes qui représentent cette situation, donc avec des textes en vulgaire de Corse, on va les appeler comme ça, dans le recueil des testi non toscani del Quattrocento de Migliorini e Folena, qui peuvent illustrer ce fait. Alors, Anna Lisanesi, notre collègue qui m'a précédé, a réalisé pour sa part une première étude de l'italiano di Corsica à partir d'une documentation qui s'échelonne entre le XVe et le XIXe siècle. Alors, cette étude constitue un point de départ essentiel afin de saisir le substrat dialectal qui affleure dans de nombreux textes semi-lettrés dont la présence est conditionnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en particulier par la compétence des scripteurs, le niveau d'instruction étant un élément clé de la dialectalité de ces textes, mais aussi l'époque. Donc pour les siècles successifs, particulièrement les XVIIIe et XIXe siècles, Anna Lisanesi donne un cadre qui permet de saisir, comme vous le voyez sur la diapositive dans la deuxième citation, la plus faible présence du Corse dans les productions des insulaires. Alors pour sa part, Pascal Marchetti, qui est aussi quelqu'un qu'il faut avoir lu lorsque l'on approche ces questions pour la Corse, avait dressé en 1989 un panorama qui me semble très éclairant de la littérature italienne qui circulait en Corse ou pouvait y être produite lors des siècles passés. Alors il a proposé de synthétiser la répartition des contextes d'emploi du corse et de l'italien dans l'île, selon donc, ce qu'il considère être deux niveaux de langue, chacun décomposé en deux usages, un italien littéraire ou cultivé ou écrit, un italien régional parlé en certaines circonstances, un dialecte régional et un dialecte local. Alors la notion d'italien parlé au point 2b, et là je pense aux discussions avec mes collègues linguistes, donc a été peu ou pas décrit pour la Corse, au contraire d'autres régions italiennes, mais c'est une question surtout qui nous interpelle. Nous pouvons en effet nous interroger sur son existence réelle, c'est une des questions qui s'est posée tout à l'heure, donc lors des siècles passés. Alors quelques pistes que je vous propose d'explorer pourraient se dessiner autour des modes d'infiltration de formes savantes vers les parlers populaires, et donc d'un italien écrit, mais aussi parlé ou chanté, donc c'est probablement le cœur de la question. En effet, et là je vais revenir à l'expression qu'évoquait Annelise tout à l'heure, l'anniversaire de Dante nous conduit à nous interroger sur la façon dont l'italien et sa codification au travers de l'Accademia della Crusca ont pu impacter la Corse, ont pu rayonner sur les pratiques linguistiques. J'ai donc choisi de rassembler quelques éléments qui pourraient apporter, on va dire, de l'eau au moulin de cette question.
Alors en premier lieu, il y a cette expression qu'a citée Annalisa, qui est l'idée de Parlanklusk, en référence à la célèbre académie. Donc vous voyez sur la diapositive une glose de Falcucci, où il dit que Parlanklusk serait l'idée de parler avec soin, avec élégance, voire avec affectation. Donc on peut considérer que ce n'est pas synonyme de parler italien. Pasquale Marchetti, dans l'Uso Corso, l'interprète pour sa part, un siècle plus tard, comme étant le fait de s'exprimer dans un italien qui peut être qualifié de plus ou moins dialectal. Alors, dans les poésies giocose de Monsignore da Fuata, qui ont été écrites entre 1856 et 1877, on peut trouver également l'expression Parlanklusk. C'est donc l'expression que vous voyez en gras sur la diapositive. En fait, ce sont deux vers qui sont devenus une véritable expression en Corse. Alors, dans le contexte qui est celui de cette poésie, donc il s'agit d'un médecin qui est parti faire ses études à Pise, et on constate que c'est un mauvais praticien et que son instruction laisse à désirer. Et la langue reflète justement cette instruction mal faite, ou en tout cas mal acquise. Alors, dans le contexte de cette poésie giocose, on pourrait imaginer que Parlanklusk rejoindrait la définition de Marchetti, c'est-à-dire l'idée de s'exprimer en italien, un italien, donc je disais, éventuellement dialectalisé, en tout cas pour ceux qui, selon l'expression de Monsignore da Fuata, incappucciano. On peut souligner toutefois que l'usage de l'italien dans des prêches est quelque chose de connu. Par exemple, mon père qui est là, un de ses grands-oncles était prêtre en Italie, et on se rappelle encore au village des prêches qu'il a pu faire en italien et qui avaient causé un certain nombre de discussions sur les formes qu'il avait employées. Alors, par ailleurs, certains proverbes qui sont dans la tradition corse, vous en voyez quelques exemples sur la diapositive, revêtent une forme qui peut être italienne ou italianisée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on parle en corse que l'on ne va pas employer ces formes. Alors parfois, il y a un mélange. Par exemple, on voit dans le second proverbe, agrire, tre cose vuol dire. Agrire n'est pas un verbe italien, puisque en italien c'est sbadigliare, donc c'est la notion de bailler. Alors on voit que parfois il peut y avoir aussi une interférence des langues. On peut voir également qu'il y a, lorsqu'on a l'occasion de rencontrer encore des conteurs, et surtout des conteuses qui sont de moins en moins nombreuses et nombreux, on peut constater que régulièrement dans le récit, qui est massivement la structure donc, du récit et la façon de le dire, donc c'est en Corse, mais assez régulièrement on a des formules qui permettent de mettre en relief quelque chose qui est récurrent dans le conte, donc une expression en langue italienne. Alors parfois matinée de Corse une nouvelle fois, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être attesté dans les pratiques orales de la Corse pour des gens qui sont nés pendant le XXe siècle. Alors, en tout cas, les contes que vous voyez ici, ce sont des choses que j'ai recueillies dans la Pieve di Lota. Et j'ai mis également comme illustration des extraits donc, de chants paraliturgiques. Donc on a des chants qui sont issus du répertoire paraliturgique. Et dans la tradition corse, le répertoire paraliturgique est en langue italienne. Donc ici, vous avez dans la première case des exemples qui sont, dans la première et la deuxième case des exemples qui sont des chants de la Semaine Sainte. Et vous avez en bas, dans la troisième case à droite, donc la première strophe de l'hymne de Corse, qui est de Dio Salve Regina, qui a été écrit en Italie par un Italien, par inspiration du Salve Regina. Alors, afin de saisir comment les registres au-de-langue ont infiltré le corse, on peut convoquer également l'onomastique, donc avec un regard bien entendu critique, parce qu'on va s'adresser à une documentation, on va étudier une documentation qui va s'étendre sur plusieurs siècles, donc une documentation écrite, ce qui rend les choses parfois plus complexes. Et à ce titre, donc dans ce domaine-là, je peux annoncer que l'ouvrage de Philippe Landigne, que je remercie car il m'a communiqué un certain nombre de choses qui sont inédites. Donc son ouvrage qui sera intitulé « Étude du système anthroponymique et des noms de personnes à la fin du Moyen-Âge en Corse », qui va paraître en 2022, apportera, je le pense, une contribution significative à la compréhension de ces phénomènes. Alors, en effet, l'anthroponymie médiévale et moderne de la Corse offre d'intéressants reflets de la littérature italienne, voire gallo-romaine. On peut illustrer ce fait grâce à un des prénoms les plus significatifs et représentatifs, Orlando, c'est un prénom qui par ailleurs m'est assez cher. Donc des formes aphérétiques ou dérivées de Roland, voire de la variante féminine de Roland, sont attestées dès le début du XIIe siècle dans l'île, et l'on peut même, bien que la documentation soit lacunaire,
observées comme des ondes de toscanisation selon les périodes de documentation, grâce aux variantes du prénom. Orlando représentant la variante vraiment strictement toscane, puisque partout ailleurs c'est plutôt le type de Rolando. On observe qu'il est présent dans le Cap Corse au XIIIe siècle, alors qu'ailleurs on a la variante de Rolando. Et progressivement dans les siècles suivants, on voit s'étendre sur le territoire la forme Orlando, qui est probablement la marque d'une, en tout cas à partir du XVIe siècle, de l'influence de l'Orlando Furioso. Alors concernant l'Orlando Furioso, de façon surprenante, on constate que l'auteur de cette œuvre majeure de la littérature italienne a également laissé des traces dans les parlers corses, voire dans son patrimoine onomastique. Alors je cite une expression du centre-ouest de la Corse qui nous a été donnée il y a quelques années par notre collègue Pasquale Ottave, et qui est « ta de la canta l'ariustu », ce qui signifie que l'on va tenser sévèrement quelqu'un, et bien entendu cette expression renvoie à l'arioste. Dans le vocabulaire de Francesco Domenico Falcucci, on trouve des choses équivalentes dans l'article consacré à Ariusti, vous voyez la glose sur la diapositive. Et cette glose figure dans le volume 3 du Lessico Etimologico Italiano, qui est une œuvre majeure de la lexicographie étymologique italienne, à l'entrée qui est consacrée à Ariosto. Alors, je me permets d'insister parce que sur cette diapositive, la citation de l'article de Falcucci, malgré l'abondante documentation italienne qui est exploitée par le Ley, la seule attestation populaire italo-romane issue du nom du poète italien. Alors, le vocabulaire de Falcucci, qui a été publié en 1915 après sa mort, donc, nous apprend qu'il existe également un nom de lieu, Ariosto a Murcia. Alors, ça a suscité ma curiosité. Et cette information est en effet confirmée par le cadastre napoléonien, où ce nom est mentionné dans une zone proche de la Crète, à la frontière du territoire de Murcia, donc à la pointe du Cap Corse, avec les communes de Luri et Beria. J'ai consulté également la base du Cesi Corsica, qui permet de constater par ailleurs, d'après les relevés dans le cadastre napoléonien et des enquêtes qui ont été effectuées par Jean-Louis Santini, que des variantes du toponyme Ariosti ou Ariosta se retrouvent dans plusieurs communes de Corse. Donc il y a Valica, il y a Haiti, il y a Canavaglia, il y a également Corcha, que je n'ai pas mis sur la diapositive. Alors ces occurrences, bien entendu, pourraient refléter des noms propriétaires. On peut imaginer que Ariosto est un prénom qui aurait été en usage dans la tradition corse, en tout cas à partir du XVIe siècle, par imitation du nom du poète. Et on constate en effet qu'au XIXe siècle, il y a des personnes qui s'appellent Ariosto en Corse. C'est ce que permet d'attester en tout cas la base de données très riche de l'association Corsica Genealogia. Néanmoins, pour certains lieux, alors, et même si ceci est une hypothèse qui reste à confirmer, parce qu'elle me semble un peu, on va dire, ambitieuse, on peut imaginer quelque chose, c'est-à-dire que les lieux dénommés depuis le nom Ariosto pourraient éventuellement renvoyer à des espaces de représentation théâtralisée de l'œuvre du poète. L'existence d'espaces dans lesquels étaient donnés des spectacles de cette nature, des mauresques, avec tout ce que l'on sait sur ces cycles où interviennent à la fois, bien entendu, il y a les personnages de l'Orlando Furioso, il y a la Jérusalem Liberata, mais il y a aussi toutes ces traditions corses auxquelles a fait référence Vanina, donc qui s'appuient sur des personnages historiques parfois mythifiés. Donc, l'existence d'espaces dans lesquels étaient donnés de tels spectacles est documentée en 1801. Alors, vous voyez ici sur la diapositive, donc c'est une attestation qui nous est donnée par le comte André-François Mignot, comte de Melito. Il s'agit d'une représentation de la Jérusalem Liberata, donc qui a inspiré une mauresque, qui est donnée à Cervione. Alors je trouve que cette description est assez spectaculaire, donc vous voyez à partir de là où c'est noté en gras, une colline à peu de distance de Cervione, formée par une pente douce, un amphithéâtre naturel, et dominait le terrain où la pièce devait être représentée. Elle servit à placer les spectateurs, donc on peut très bien imaginer une cuvette de vallée par exemple, avec des jardins en terrasse qui ont pu servir d'amphithéâtre naturel ou en tout cas partiellement anthropisé. Donc elle servit à placer les spectateurs, on avait en face au levant la vue de la mer. C'est une description que je trouve absolument splendide. Sur une esplanade assez vaste qui occupait le pied de la colline, était élevé d'un côté un camp composé de plusieurs tentes et de l'autre la représentation de la ville de Jérusalem. Après j'ai coupé, je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Christophe Litch qu'il a consacré aux jeux, musique, danse et théâtre en Corse, qui me semble vraiment très éclairant. En tout cas cette description, mais aussi d'autres extraits de son ouvrage,
pour comprendre certains mécanismes de diffusion auprès d'une large population de modèles littéraires et par là de formes linguistiques, hein, onomastiques éventuellement, donc également de modèles artistiques, hein, dans la vie des Corses. Donc c'est extrêmement intéressant comme ouvrage pour comprendre un certain nombre de choses. Alors, quand on étudie Falcucci, et mes collègues Fabrizio Franceschini, Annalisa Nesi, ils le savent bien, on a toujours de très belles surprises. Je vous en livre une autre. Donc, à l'article Orto, hein, qui fait référence à une région du sud de la Corse, donc en particulier à un fleuve, on trouve une mention de la Jérusalem Liberata, parce que dans cette région, il existe une légende populaire avec une fée, et on voit que dans la glose qui est faite par Falcucci, il explique, et je suis allée vérifier, c'est vrai, donc il explique que cette légende est conforme à ce que chante donc, le poète dans le livre 15 de la Jérusalem Liberata. Hein. Donc c'est extrêmement intéressant pour montrer comment ces cycles littéraires italiens ont pu profondément pénétrer, ou en tout cas être dans une espèce de convergence, de syntonie avec un fond populaire corse, littéraire, puisqu'on peut considérer d'une certaine façon que les contes et légendes appartiennent à une forme de littérature traditionnelle de l'oralité. Alors, les références que la Corse partage avec l'Italie renvoient parfois à d'autres formes littéraires qui sont inspirées d'un fond populaire ancien. Ainsi en est-il de la mention du personnage Bertoldo et du fameux roi, qui nous rappelle les récits qui ont été écrits par Giulio Cesare Croce et que j'ai recueilli, donc cette forme Bertoldo, au détour d'une enquête dialectologique, hein, puisque je suis quelqu'un qui fait beaucoup de terrain en Corse, sur la viticulture. Donc c'est une enquête dialectologique que j'ai réalisée sur la viticulture dans la Pieve di Lota dans les années 90, avec un informateur qui était né au tout début du XXe siècle. Alors je pourrais multiplier les exemples de personnages, hein, de noms de personnages, de locutions. J'en cite une dernière, hein, Tadudampara et Regole di Ugalate, vous reconnaîtrez tous la référence qui est faite au traité de bonne manière de Monsignore Giovanni della Casa, hein, qui a été publié en 1558. On pourrait également citer encore des exemples lexicaux qui renvoient à la littérature italienne en Corse, hein, ou qui sont en tout cas semblables. Mais il convient d'évoquer brièvement un autre domaine, hein, qui relève d'une certaine façon de ces pratiques qui sont le texte dit, le texte chanté qui pénètre dans la langue. Donc cet autre domaine, c'est celui de la liturgie, qui cette fois-ci est en latin, bien entendu. Alors elle a pu donner lieu à un certain nombre d'expressions. Alors je vous donne quelques exemples. Simon Caperbunca, donc c'est une expression que j'ai recueillie également. Si vous aimez s'écouter, là, qui est quelque chose d'assez connu, et je crois qu'en Toscane, c'est une expression qui est également employée. Ici, à Bastia, lorsqu'on va au cimetière, on dit « onda porta if ». Donc, ça fait référence au cantique d'Ézéchiel. Alors, la prononciation populaire du latin a d'ailleurs été stigmatisée par les lettrés corses, hein, dans des poèmes avec un versant comique. Donc, c'est par exemple la dernière ligne que vous voyez, hein, la News Day, Speccata Mondi, hein, donc, par exemple chez Maestrale en 1924, dans Una Processione in Socio. Et il existe, hein, je le signale parce que ça faisait partie des questions qui ont été posées tout à l'heure, un verbe latina qui renvoie à l'emploi abusif qui est fait du latin, ainsi qu'au signifié jaser et bavarder, hein, ça correspond en partie à l'italien slatinare. Alors, les emprunts au latin que j'ai évoqués donc, me conduisent à aborder un autre aspect donc, de la langue qui est très peu étudié pour la Corse et qui, à mon avis, mériterait un certain nombre d'investigations, puisque à chaque moisson, nous recueillons des choses intéressantes à ce sujet. Il s'agit des doublets étymologiques. Donc, je rappelle qu'un doublet étymologique, c'est lorsque nous avons un étymon qui va donner deux formes, une par voie héréditaire et une par un emprunt savant. Donc, il y a un certain nombre de choses, hein, dans les parlers corses que le corse partage avec l'italien. Donc les trois premiers exemples que vous voyez de doublets étymologiques, ce sont des choses que l'on va retrouver en corse comme en italien. Il y en a certains d'entre eux, comme ceux que vous voyez en dessous avec une explication sur la partie droite de la diapositive quand on est face à elle, qui montre que le corse a pu acquérir, donc a pu avoir des doublets avec des formes qui sont originales, en particulier sur le plan du signifié. Alors ça c'est intéressant, surtout que certains sont attestés depuis le Moyen-Âge, c'est le cas en particulier de Tchirk, où
ou de la forme des variantes de Piope, cette fois-ci pour la forme héréditaire. Alors la question des emprunts savants, à la suite donc de l'illustration que j'ai tenté de donner des phénomènes de contact entre un corse parlé populaire, un corse on va dire commun, et la littérature italienne, donc pose la question de l'institution des langues, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette fois-ci pour le corse, puisqu'il se trouve désormais dans une situation qui est celle de la croisée des chemins, d'où le titre de cette communication. En effet, comme l'a rappelé le maire de la ville de Bastia hier, la Corse, et en particulier le corse en tant que langue, tourne désormais le dos à l'Italie, et il est par ailleurs, donc le corse, soumis à une très forte régression dans l'usage. Les enquêtes sociolinguistiques à ce sujet sont assez alarmantes, puisqu'on peut considérer que nous sommes dans une phase qui précède l'extinction, en tout cas du point de vue de la grille de lecture que donne l'UNESCO des statistiques. Alors, le français occupe bien entendu désormais les espaces du vernaculaire et du véhiculaire, avec ce que cela comporte bien entendu de nouvelles références littéraires. Bien entendu, aujourd'hui, les nouveaux médias, la télévision et les nouveaux médias ont envahi notre espace. Alors, par ailleurs, cette situation de rupture avec l'Italie et l'insertion de la Corse dans un ensemble linguistique génétiquement plus éloigné que l'italien, bien que roman, a créé, malgré tout, et c'est on va dire c'est le revers de la médaille, mais c'est en même temps ce qui est intéressant, a créé les conditions d'une conscience linguistique auprès des locuteurs, ce qui permettrait, dans une perspective sociolinguistique, d'envisager que le corse est dans un processus donc, qui est celui d'accéder au statut de langue. Donc ça c'est le processus d'élaboration linguistique, mais qui se fonde, selon les sociolinguistes corses, sur la distanciation avec l'italien. Donc vous avez ici une citation du livre de Jacques Luthière, Papier d'identité, qui exprime ce point de vue. Alors un des volets, donc cette nécessaire distanciation avec l'italien, passe aujourd'hui par un certain nombre de pratiques. Alors bien entendu, je vais commenter certains faits que j'ai pu observer à la fois dans des productions écrites ou parlées, mais également une des attitudes des locuteurs aujourd'hui, en tout cas des penseurs, on va dire de cette nécessaire élaboration linguistique, c'est de traduire. Alors cette traduction, en réalité, elle revêt deux aspects. C'est-à-dire que d'une part, on a, et on le constate par exemple chez certains éditeurs corses, une traduction en langue française de productions en langue italienne qui ont été écrites en corse par le passé, donc il peut s'agir d'œuvres littéraires, mais également d'œuvres à valeur historique. Et par ailleurs, il y a une autre chose qui se produit, et là c'est comme un écho à la présentation d'analyse, c'est que l'on traduit également en corse, donc moi je parlerai plutôt d'adaptation, d'ailleurs on traduit également en corse, des éléments d'une littérature chantée en langue italienne, et là ça répond à la question peut-être de Madame San, c'est-à-dire qu'il y a bien dans le patrimoine chanté de la Corse, la poésie chantée corse, il y a bien des chants en langue italienne qui ont été écrits et en tout cas chantés et transmis en Corse. Donc vous voyez par exemple sur la diapositive que je vous présente, donc une adaptation du lamento d'Antonino Lulmigiano. Donc Lulmigiano, ça fait référence à quelqu'un qui était originaire d'Olmeto, dans la région de l'extrême sud de la Corse, sur un site d'apprentissage linguistique. Donc vous voyez à gauche la version traditionnelle, donc c'est une version qui a été transmise et recueillie et puis chantée à Zicavo par Michele Paoli, vous pouvez la trouver sur YouTube. Et à droite, vous avez une version donc corcisée. Les éléments en rouge dans les deux textes permettent d'identifier clairement quel est le travail. Alors, quand on parle de traduction, vous voyez bien qu'en réalité c'est beaucoup plus une adaptation. Donc en rouge, les traits de corcisation, et en violet, tout ce qui peut poser un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne peux pas développer. Alors, un autre exemple intéressant de cette double pratique de traduction vers le français et vers le corse, donc, est constitué par le Diovisa Virgin. Alors ici, vous voyez que, par exemple, sur le site de Wikipédia, mais c'est quelque chose qui commence à circuler en Corse, on a aujourd'hui des traductions du Diovisa Virgin en corse et en français. Alors, si vous regardez un peu ces traductions, vous verrez qu'elles ne sont pas sans poser problème. Par exemple, dans l'interprétation de Salvi, Salve Regina fait référence au Salve Regina, donc probablement pas à l'idée de sauver, mais plus probablement à l'idée de saluer la Vierge. Donc il y a un certain nombre de problèmes d'interprétation qui se posent dans ces traductions, parce que nous n'avons pas de traducteurs professionnels en Corse, en tout cas qui ont
une formation spécifique comme cela peut exister pour d'autres langues, si ce n'est donc une formation plus généraliste. Alors ça pose également pour l'interprétation du chant, donc je ne suis pas musicologue mais j'aime bien chanter, et ça pose des questions d'interprétation donc sur le plan métrique, hein, et on voit bien qu'à un moment donné, per forza per amore et degré ou de force, l'italien est obligé d'intervenir parce qu'il y a quand même des problèmes de registre de langue, hein. C'est le cas par exemple de spere au lieu de speranza, que l'on voit dans la traduction entre guillemets corse. Donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces questions. Je voudrais maintenant parler des pratiques, hein, beaucoup plus, on va dire, spontanées, que ce soit des pratiques écrites ou orales, qui reflètent ce que Marie-Josée d'Albert Stefanagi a qualifié de corse élaborée, c'est-à-dire une variété en hiatus, hein, c'est-à-dire qu'on a une variété de corse qui est en train d'émerger actuellement, qui s'oppose à une variété de corse héritée comme elle l'a définie. Ce corse hérité étant cette variété transmise de génération en génération sans interruption dans la chaîne des locuteurs. Et aujourd'hui, donc, ce corse élaboré, c'est un corse, donc, bien entendu, qui se base sur le corse hérité, mais qui est une variété en hiatus, puisqu'il va se composer avec des ressources qui sont essentiellement issues du français. Et c'est quelque chose qui se diffuse aujourd'hui, d'autant que le Corse a conquis des espaces de communication où il était absent auparavant, hein, les médias, l'école, certains contextes officiels, hein, par exemple à la collectivité territoriale de Corse ou certaines collectivités ont traduit par exemple les PV de délibération. Donc le Corse hérité, pour sa part, régresse dans l'usage. Et ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à, donc bien entendu, on va dire la dynamique linguistique, hein, d'une variété héritée, mais également le contact avec le français qui exclut l'italien, alors que dans l'italien, il y a en effet une ressource qui est liée à la proximité des variétés, avec tout ce que ça implique, non seulement sur le plan, bien entendu, lexical, mais également prosodique, morphologique, etc. Donc je vous présente sur ces quelques diapositives et un peu rapidement quelques calques, hein, quelques empreintes de luxe, un certain nombre de formes qui sont assez intéressantes sur le plan linguistique, qui méritent des développements que je n'ai pas forcément le temps de faire. Mais par exemple, vous voyez, même dans la revendication de type colon mezzo-giro, ouais, un colon demi-tour, c'est un calque, hein, qui se fait sur le français, quand en Corse on aurait voulu quelque chose comme colon giro, tout là je trouve que c'est assez exquis comme calque. Il y a également un certain nombre de changements morphologiques. Vous noterez d'ailleurs que dans cet ensemble, il y a des formes savantes que je vais commenter tout à l'heure. Alors, il y a un certain nombre de restructurations lexicales, hein, qui s'opèrent à la lumière de ces contacts avec le français, c'est-à-dire que le français, certains mots ne sont plus transmis, y compris des mots de la vie quotidienne, des mots qui ont trait à l'environnement, hein, par exemple les enfants pourraient apprendre sur les animaux, les plantes, etc. Hein, et c'est le français qui va venir compenser cette case vide. Bien que parfois l'italien, qu'on a rejeté, possède une forme semblable qui pourrait constituer un élément dynamique, mais on est dans une autre situation. Alors, 2-3 exemples. Par exemple, j'ai pu observer l'emploi de lieutenant, qui est une adaptation du français lieutenant, quand l'italien et le corse sont tenente, ou encore rouler pour désigner le Loir, alors que le corse a dire, et que la forme qui correspond en italien est chilo. Donc on voit bien que cette familiarité qu'il y a entre le corse et l'italien devient secondaire. Alors parmi les tendances évolutives que l'on peut observer, la prosodie du corse est souvent altérée par le contact avec le français. Alors c'est vrai pour le lexique hérité, hein, ou en tout cas semi-savant, où l'on peut observer que les déplacements d'accent sont nombreux. Pour ce qui est des emprunts savants à proprement parler, leur passage par le français est très marqué sur le plan prosodique, avec parfois des formes un peu mixtes. Hein. On essaie de trouver les voies d'une corcisation parfois difficile. Alors le lexique scientifique et technique, en effet, constitue une problématique importante dans la perspective d'un processus d'élaboration, alors que le corse pourrait puiser naturellement dans l'italien une néologie, une terminologie de base grecque ou latine adaptée en particulier à sa structure prosodique, mais également à sa morphologie, les adaptations phonétiques étant, dans ce cas, mineures. Cela pose également un certain nombre de problèmes au niveau des pratiques qui ne sont pas encadrées par, on va dire, une entité de référence,
Et on voit que dans la graphie des formes savantes, il y a des choses qui peuvent sembler assez étonnantes, en tout cas pour un linguiste, hein, par exemple, le fait de noter des formes comme philosophie, orthographie avec deux F. Bon, alors je ne parle pas de l'apophonie, qui est un autre problème, mais c'est assez étonnant. Pourquoi ne pas écrire simplement les choses avec un F, puisqu'on peut considérer que les mots savants n'ont pas la même forme, hein, et la même prononciation que les mots du répertoire populaire. Alors un autre cas de figure, il est assez intéressant, je n'ai pas trop le temps de développer, mais est représenté par le mot Sujeda, hein, que l'on trouve régulièrement écrit en Corse sans le I. Hein, on dit Sujeda, ben, c'est pas la peine de mettre le I parce que ça, c'est et ça fait bien Tché, pardon. Alors qu'il faudrait, hein, à l'instar des autres langues qui ont contracté ce genre d'emprunt, avoir une réflexion sur la nature du mot qui doit être appréhendée également dans le cas de sa famille étymologique. Parce que nous sommes également ici en présence d'un doublet étymologique que le corse partage une fois de plus avec l'italien, puisque en Corse nous avons Socita, hein, nous avons également Socio comme l'italien a Socio, et dans le lexique savant emprunté avec des dérivés, on peut citer également le cas de Sugiai, hein, donc le I appartient bien donc, à la racine, et il en est de même pour la famille étymologique du latin scire, hein, pour le prononcer à la classique, ou scire. On observe dans notamment la Casa di Scienze une orthographe sans le I, hein, on va vous parler de quelque chose de scientifique, ou également on omet la présence du I, alors qu'on devrait écrire, si on était cohérent avec l'ensemble des autres langues romanes, mais aussi, pas que romanes, hein, je pense aussi à l'anglais, par fidélité à une étymologie dans laquelle on a puisé par voie savante, on devrait écrire ce I, hein, puisque là également, le I appartient au thème du verbe. Donc, la lexicographie mériterait, elle aussi, par ailleurs, une réflexion sur ces questions. Et également un encadrement par des spécialistes qui pourraient nourrir la réflexion sur la langue et l'accompagner dans ces évolutions nécessaires, parce qu'il ne s'agit pas de dire il n'y a rien à faire, il faut au contraire aider le processus d'élaboration d'une façon éclairée. Alors, voici quelques exemples. Donc ici, vous avez dans le dictionnaire de Tchéka une série de mots qui ne peuvent pas, en toute logique, appartenir au lexique héréditaire, sinon il n'y aurait que dans la PFD visa qui serait attesté en tant que lexique héréditaire, ce qui serait assez étonnant. Donc bibliographie, bibliographie, bibliothèque, bibliothèque. Alors ces formes sont considérées comme improbables par les linguistes, hein, mais elles sont efficientes, c'est-à-dire que les non-spécialistes qui n'ont pas la réflexion sur l'objet que peuvent avoir les linguistes vont adhérer à ces formes-là parce qu'elles commencent à circuler. D'ailleurs, le mot bibliothèque, qui est d'ailleurs sur le flyer du Dentissimo, la bibliothèque est dans la signalétique, hein, et la bibliothèque universitaire de Portée s'appelle Bibliothèque universitaire. Donc c'est assez surprenant parce que lorsqu'on discute de ces formes-là avec certains collègues, ils nous disent mais parce que bleu encore ça donne mieux. Oui, bien entendu. Dans les formes héritées, bien entendu, on passe à mieux, hein, blanc ou bianco, sans problème. Mais lorsqu'il s'agit de lexique savant, le groupe consonantique bleu est conservé. Alors on peut renvoyer à un des doublets que j'ai cité tout à l'heure, par exemple le piobe, hein, qui est une forme syncopée de piubica, hein, donc de plubica en latin, une forme métathétique de publicus, et publicus ayant donné pour sa part publicum. Hein, donc on n'a pas de problème pour publicum, mais on en a un avec la bibliothèque ou tout ce qui relève de la Bible. Alors, la position de Ceccaldi, il faut comprendre aussi le contexte, hein, c'est-à-dire que Ceccaldi, dans l'introduction à son dictionnaire, se pose dans une rupture totale avec l'italien et l'Italie, en raison de ce contexte politique que l'on a évoqué tout à l'heure, qui est le contexte de la revendication fasciste sur la Corse, et ce contexte d'après-guerre. Donc, il a une position qui est idéologique, et je pense que ces choix-là sont ceux de marquer une distanciation avec l'italien. Chez l'auteur, de toute façon, qui n'est pas linguiste, on peut observer qu'il y a plusieurs difficultés dans l'appréhension des registres savants et populaires dans son traitement du lexique. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais c'est assez étonnant parce que Ceccaldi avait pour ambition d'illustrer le parler de ses ancêtres, hein, le parler de la PFD. Je serais assez étonné que ses ancêtres aient parlé de bibliothèque et de bibliographie.
Par ailleurs, dans le dictionnaire Sigurani, qui est récent, donc là aussi il y a tout un effort de traduction, de formes que l'on va trouver dans des dictionnaires du français. On a, donc j'ai choisi un terme scientifique qui illustre bien les problématiques qui se posent pour la lexicographie corse. Donc on voit un terme qui est partagé par la communauté scientifique internationale qui est, pour définir une consonne, labiodentale. Et on voit qu'il traduit par labrodentale, c'est comme si en français on avait des consonnes lèvrodentales, ou en italien labrodentale, une chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, en guise de conclusion, donc on peut espérer que le Corse va trouver la voie d'un épanouissement grâce notamment à une politique linguistique qui serait efficace pour conduire à la revitalisation de la langue. Mais je pense que le Corse a besoin, pourtant je suis dialectologue, je suis quelqu'un qui est profondément attaché à la variation linguistique, à la dynamique, à toute la vitalité et la richesse qu'il peut y avoir dans les pratiques dialectales, donc principalement orales. Je pense toutefois aujourd'hui que le Corse a besoin d'une entité académique qui soit apte à l'accompagner dans son processus d'élaboration, en produisant des descriptions et des outils adaptés, qui doivent être fondés sur des analyses scientifiques, en capacité de rendre compte de la complexité des phénomènes que j'ai tenté de vous exposer très brièvement et de pérenniser par là les choix réalisés, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que si moi brilla sciolta, c'est-à-dire que tout part un peu dans tous les sens. Pourrait s'agir d'une académie di Ureno, sur le modèle de la Crusca, di Asem ou la Odirizzo, qui sont les noms de la Crusca, du son en Corse. Il pourrait s'agir également d'un autre concile, puisqu'on a tenté de faire un concile di lingua, mais qui devrait être composé, j'insiste là-dessus, par des spécialistes. Il devrait être composé de spécialistes, en particulier de linguistes, corse, mais pas que, parce que nous avons des gens, mes collègues en font partie, donc qui sont tout à fait en capacité de nous aider dans ce processus d'élaboration linguistique et de production d'outils. Et je pense que le Corse, et ça répond un peu au questionnement de Giovanni Ragni ce matin, le Corse doit absolument se construire pour son avenir dans une perspective qui est une perspective romane, une perspective éclairée par les travaux de linguistique romane en particulier, mais de linguistique en général. Et il doit se nourrir de l'expérience de l'italien, parce que l'expérience de l'italien, mais aussi l'expérience d'autres langues romanes, c'est une très longue histoire, c'est beaucoup de débats et c'est une construction qui a été pensée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les locuteurs n'ont pas été livrés simplement à leur langue, il y a eu des gens qui ont été en capacité de les encadrer et, on va dire, de produire des outils suffisamment efficaces, suffisamment pérennes pour que cette langue franchisse les siècles. Voilà. Donc c'est un peu la conclusion que je voudrais donner aujourd'hui, qui serait une sorte de leçon que nous pourrions tirer de l'aventure dantesque et des Tre Colonne en général, avec ce qu'elles nous ont laissé de beau patrimoine en Corse et bien entendu en Italie, avec toute cette expérience dont nous pourrions nous nourrir. Merci pour votre attention.